Il est 19h14 sur Europe 1. Le projet de loi sur la fin de vie fait débat en ce moment à l'Assemblée nationale. Il avait été interrompu, souvenez-vous, par la dissolution. Il fait son retour à travers deux textes. L'un porte sur les soins palliatifs, l'autre sur la mise en place d'une aide active à mourir, c'est-à-dire qu'on va autoriser le fait de donner la mort. Évidemment, ça pose beaucoup de questions. Bonsoir Claire Foucade. Bonsoir. Vous êtes médecin en soins palliatifs, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et auteur de ce livre, Journal de la fin de vie chez Fayard. Je le disais, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Dans toutes les familles, on peut se poser la question aujourd'hui. C'est un sujet délicat auquel nous allons faire très attention effectivement en parlant. D'abord, je voudrais savoir, et peut-être les auditeurs d'Europe 1 aussi, qu'est-ce qui vous inquiète dans le texte aujourd'hui qui est débattu à l'Assemblée? Alors, il y a un premier texte qui a été débattu en commission des affaires sociales sur le développement des soins palliatifs. Et ce texte est essentiel parce que je crois que le premier sujet d'inquiétude en France actuellement, c'est que tous les jours, il meurt 500 personnes qui auraient dû bénéficier de soins palliatifs et qui n'en ont pas reçu. C'est-à-dire des personnes qui meurent douloureuses, pas accompagnées comme elles l'auraient pu, des familles qui sont seules. Et je crois que la première inquiétude, c'est qu'en France, on puisse accéder plus facilement à l'euthanasie ou au suicide assisté qu'aux soins dont on aurait besoin. Et donc je crois qu'il y a là vraiment la nécessité d'une volonté politique forte pour que tous les patients puissent être soignés comme ils le devraient. Mais quel est l'intérêt politiquement? C'est-à-dire que les soins palliatifs, ça coûte trop cher. Est-ce qu'on pourrait tomber dans ce cynisme-là? Je crois pas. La question qui se pose à nous, c'est à toute notre société, pas seulement aux soignants, mais à nous tous, c'est comment on souhaite répondre comme société à des gens qui nous disent qu'ils voudraient mourir. Est-ce que l'État peut répondre à la question de la souffrance? C'est un défi immense, et c'est des questions parfois vertigineuses. Mais je crois que c'est ça la vraie question qui se pose. C'est qu'est-ce que nous, comme société, on veut dire à celui qui souffre et qui nous dit que parce qu'il souffre, il voudrait mourir? Est-ce qu'on lui dit, on est d'accord et on vous fait mourir? Ou est-ce qu'on lui dit, on tient à vous, vous comptez pour nous et donc on va tout faire pour vous soulager. On parle aussi de critères dans cette aide à mourir qui est évoquée donc dans le texte. On parle d'affection grave et incurable à un stade avancé. Ce serait dans ces circonstances-là que le droit à mourir serait autorisé. Est-ce que ce sont des critères qui ne vous semblent pas assez précis selon vous ou peut-être trop subjectifs? Alors, il y a un vrai problème dans ce texte qui est que dans l'introduction, l'exposé des motifs, on nous dit que c'est un ultime recours pour des situations de souffrance très rares et exceptionnelles. Et puis en fait, quand on lit ce texte, le contenu de ce texte, c'est pas du tout ça dont il est question. C'est la création d'un nouveau droit, le droit de choisir le moment où on veut mourir, et donc avec des critères qui sont extrêmement larges et qui pourraient potentiellement, si le texte était voté en l'état, concerner des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui seraient éligibles pour pouvoir recevoir une euthanasie ou un suicide assisté. Et ça, je trouve que c'est pas suffisamment expliqué. Je suis pas sûre que l'ensemble des députés et de nos concitoyens aient bien compris de quoi il est question. Et donc, c'est un texte qui veut ouvrir un nouveau droit très largement. Une maladie en phase avancée, ça concerne des millions de personnes. Toutes les personnes qui ont des maladies avec des affections à longue durée sont des maladies en phase avancée. Et donc, c'est important. Les critères qui sont actuellement sont des critères très larges et très flous. Voilà, des critères trop larges, trop flous, et c'est ce que vous dénoncez. Est-ce que François Bayrou a eu raison de scinder en deux les soins palliatifs et l'aide active à mourir? Absolument. C'était très important pour plusieurs raisons, mais la raison principale, je pense, c'est que il y a, je pense, un consensus très large autour de la nécessité de développer les soins palliatifs. En commission des affaires sociales, la loi sur les soins palliatifs a été votée à l'unanimité, alors qu'on sait que le sujet de l'euthanasie et du suicide assisté est un sujet beaucoup plus clivant, et ça me paraît tout à fait normal que les députés puissent voter librement sur chacun des deux textes. On peut être favorable aux soins palliatifs et défavorable à l'euthanasie, et c'est normal que les députés puissent le dire. À propos de la fin de vie, qu'est-ce qui vous inquiète? Quelles sont les dérives que vous redoutez si le texte est adopté? En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est un texte dont je crois le principal objectif est de rassurer les Français qui, éloignés de leur fin de vie, se disent « si j'étais dans une situation de grande souffrance, je voudrais pouvoir mourir ». Mais en fait, mon inquiétude, c'est que la loi est un message collectif qui s'adresse
aux personnes que nous soignons et qui leur disent peut-être que il faut que vous vous demandiez si ce serait mieux que vous soyez mort. Et je crois que ce qui m'inquiète, c'est la pression qu'on fait peser sur les personnes malades en leur disant ben voilà, vous êtes éligible, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez de continuer à vivre ou est-ce que vous choisissez de mourir? Et je crois que tous ces patients, ils perdent la liberté de ne pas se poser cette question-là. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Alors, les députés ont voté un amendement vendredi en commission, juste avant les vacances parlementaires, amendement qui élargit les cas où la substance létale pourra être administrée par un soignant. Désormais, la personne pourra choisir entre deux options, soit l'auto-administration du produit létal, soit son administration par un médecin ou un infirmier. Est-ce que vous pensez que c'est un palier supplémentaire qui est franchi pour les soignants également? Alors, je pense que ça montre simplement, et ils ont examiné ce texte pendant 3 heures, donc c'est juste le tout début. Et déjà dans ces 3 premières heures, le supposé équilibre dont on nous parlait a déjà volé en éclats. C'est-à-dire que on nous avait dit que suivant les recommandations du comité d'éthique, c'était un texte de suicide assisté, c'est-à-dire la personne prend elle-même les produits, sauf si elle n'est pas capable. Et là, déjà d'emblée, les députés ont voté que ce soit euthanasie, c'est-à-dire le médecin ou l'infirmier qui fait le geste pour tous. Et donc on voit bien à quel point l'équilibre dont on nous parle est difficile à tenir. Et moi j'ai beaucoup d'appréhension de ce qui va se passer quand l'examen du texte va reprendre après les vacances parlementaires. J'imagine que les soignants, effectivement, eux aussi sont dans une situation qui est extrêmement délicate face à ce texte. On est devant une situation très délicate parce que à la fois quand on travaille en soins palliatifs, c'est qu'on a fait aux patients la promesse du non-abandon. Quoi qu'il arrive, on sera là jusqu'au bout et on s'occupera de vous jusqu'au bout, même si c'est difficile. En même temps, on vit dans une société, dans toutes les sociétés, dans laquelle prévaut l'interdit du meurtre. Et on se trouve, pour nous, en tension complète entre ces deux choix. Si la loi passe, comment est-ce qu'on choisit entre l'interdit du meurtre et le non-abandon qu'on a promis à nos patients? Et je crois que pour tous les soignants, c'est un sujet de questionnement et d'inquiétude extrêmement fort. Vous travaillez depuis près de 25 ans, effectivement, auprès des malades. Vous savez ce que c'est, la fin de vie. Ce que vous constatez, en fait, c'est que le choix d'en finir n'est pas forcément libre et conscient. Alors, c'est surtout beaucoup plus rare que ce qu'on imagine. Vous voyez, dans l'équipe où je travaille, depuis 25 ans, on a accompagné 15 000 patients et on a eu 3 demandes persistantes d'euthanasie. Et c'est la même chose dans à peu près toutes les équipes. C'est-à-dire que la demande persistante de mourir est extrêmement rare. Ça arrive qu'à certains moments, des patients souhaitent mourir, nous disent « j'en peux plus ». Et puis, quand ils sont soulagés de leur douleur ou de leur souffrance, quand leur famille est présente, à ce moment-là, cette envie disparaît. On est tous très ambivalents sur cette question de la mort. C'est compliqué, mais très peu de personnes regardent la mort en face et la demande de façon persistante. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et notre travail à nous, soignants, c'est d'écouter cette demande et d'essayer de la comprendre et d'essayer d'y répondre. Et notre crainte, si la loi passe, c'est qu'au lieu de demander à un patient pourquoi aujourd'hui vous me demandez ça, qu'est-ce qui se passe, on leur demande quand ou comment vous voulez mourir. Et pour nous, la compréhension de qu'est-ce qui motive cette demande et comment on peut vous aider doit rester toujours le cœur de notre métier. Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, auteure du journal de la fin de vie chez Fayard. C'est une question sur laquelle vous travaillez depuis longtemps. Que dire également, vous savez qu'il existe à l'étranger, notamment en Suisse, des systèmes où l'on peut programmer sa propre mort. Évidemment, ça coûte très cher, mais on peut le faire. Est-ce que vous pensez que de telles méthodes pourraient voir le jour en France si cette loi passait? Ah bah oui, bien sûr, c'est de ça qu'il est question dans ce texte. C'est de pouvoir que chacun puisse potentiellement organiser sa mort, choisir le moment. Et je pense qu'il faut pas, c'est pas seulement une question de liberté individuelle. La mort a aussi une dimension collective. Et en faisant passer des textes de ce type, on envoie un message collectif à toutes les personnes fragiles, à toutes les personnes vulnérables, qui mettent en question le sens de ce qu'elles vivent. Et moi, j'ai envie d'une société dans laquelle on dit à toutes ces personnes qu'elles comptent pour nous, qu'on est interdépendants, qu'on va prendre soin d'elles et qu'on sera là pour les accompagner, même quand c'est difficile. Claire Fourcade, docteur Fourcade d'ailleurs, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que cette loi peut passer, que ce texte peut passer? Quel est le processus législatif? Il va suivre son cours. Comment vous envisagez la suite, docteur? Alors, le texte arrive dans l'hémicycle au mois de mai avec
pour le moment, c'est un vote prévu le même jour pour les deux textes, le 27 mai. Je pense que le texte sur les soins palliatifs va passer sans problème. Je pense que le texte sur l'euthanasie et le suicide assisté sera probablement beaucoup plus clivant et beaucoup plus discuté. Ce texte va ensuite partir au Sénat et faire 2 navettes entre l'Assemblée et le Sénat, donc il va probablement encore se modifier pas mal. Mais je pense que cette première lecture aura une valeur symbolique forte et moi j'ai de l'appréhension pour le message qu'elle va envoyer aux patients, à leurs familles et puis à tous ceux qui les soignent, parce que nous les soignants, on a aussi besoin du soutien de la société, on a besoin aussi que la société nous dise que ce qu'on fait est important. C'est des métiers parfois difficiles d'affronter la mort et la maladie grave tous les jours, et on a besoin que la société nous dise ce que vous faites. Alors, excusez-nous, docteur Fourcade, la liaison est très mauvaise. Peut-être un mot, Véronique Jacquier, c'est vrai que c'est un sujet très sensible, très personnel. D'ailleurs, François Bayrou est assez mal à l'aise avec le texte. C'est pour ça qu'il a scindé le texte en 2, avec d'un côté les soins palliatifs et de l'autre la fin de vie. Tout à fait. À titre personnel, il est opposé à cette loi sur l'euthanasie, le suicide assisté. Et donc, effectivement, pour ne pas contraindre certains députés à voter le package soins palliatifs et aide active à mourir, pour laisser finalement le libre choix à la conscience de chacun, il a demandé à scinder les deux textes. C'était un moindre mal, c'est-à-dire que c'était la seule façon dont il pouvait agir pour faire en sorte de mettre justement chaque député devant sa conscience sur la proposition, sur le texte portant sur l'aide active à mourir. D'ailleurs, il peut y avoir des surprises parce que au sein des LR et au sein du Rassemblement national, bon nombre de députés sont opposés à ce texte sur l'aide active à mourir, qui est porté, rappelons-le, par Olivier Falorni, qui est un pro-euthanasie ardent et farouche, qui porte ce débat depuis très très longtemps et qui est quand même catalogué chez les progressistes. Donc ça va être intéressant de voir les lignes de fracture sur un texte pareil. Moi, ce qui me semble important de souligner aussi sur le plan politique, c'est qu'on a été capable de monter un conclave sur les retraites, où on voit les Français qui sont capables de descendre dans la rue, pas touche à ma retraite, pas touche à ma retraite à 60 ans. Enfin, on est encore capable de débattre de choses qui me paraissent complètement dépassées. Et en revanche, sur des sujets comme l'euthanasie, l'aide active à mourir et la porte ouverte au suicide assisté, eh ben non, c'est un petit peu circulé. Il n'y a rien à voir à l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est comme si c'était du pain béni pour que ça passe. Et heureusement qu'il y a des médecins très courageux comme Claire Fourcade qui alertent effectivement sur ce que ça représente pour les soignants. Quelque part, on parle quand même de délit d'entrave. C'est-à-dire que si un médecin s'oppose au fait qu'un malade demande à ce qu'on lui injecte via une seringue un produit pour qu'il parte un peu plus rapidement, il pourrait être coupable de non-assistance quelque part à quelqu'un qui veuille partir. Enfin, on est quand même, d'après moi, chez les fous. Donc ça ouvre des questions civilisationnelles, anthropologiques extrêmement prégnantes et extrêmement importantes dont il faut débattre. Merci beaucoup. Alors Claire Fourcade, qui est présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, auteur du journal de la fin de vie, qui est également médecin, qui était avec nous il y a quelques minutes sur Europe 1. On aura l'occasion de reparler de ce sujet extrêmement sensible. Dans un instant, on va parler de l'Algérie qui menace la France de représailles après la détention de ses agents consulaires soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement d'un opposant algérien sur le sol français. Vous voulez que je vous dise, on en parlait ici même hier soir, notamment avec Mohamed Sifawi. On a dit, alors Jean-Noël Barrot qui était allé en Algérie, tout va bien avec l'Algérie, l'âge de guerre est enterré, pas du tout, c'est reparti. On en parle et on en discute. Je voudrais bien vous entendre aussi, Paul Melun, sur ce sujet. C'est tout de suite sur Europe 1, 19h28.